Ça fait 8 mois que je repousse le moment d'écrire ceci, mais ma compagne, Sarah, n'arrête pas de me dire que je dois le sortir. Ce qui m'est arrivé en mars dernier dans les montagnes des Cascades, dans l'État de Washington, me hante encore. Je m'appelle Marcus Chen et je coupe du bois de chauffage dans le nord-ouest Pacifique depuis 12 ans. Si vous me prenez pour un fou après avoir lu ça, peu importe. J'ai juste besoin que quelqu'un sache ce qui se cache vraiment là-bas. J'ai grandi à Vancouver et j'ai appris le métier du bois avec mon oncle Wei, qui m'a enseigné le respect de la nature sauvage. Il avait l'habitude de dire « Marcus, la forêt nous tolère, mais nous n'y sommes jamais vraiment les bienvenus. » Je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Je gère une petite entreprise de bois de chauffage pour compléter mes revenus de charpentier. Le bon sapin de Douglas, bien séché, se vend à prix d'or, ici. Le travail est brutal. J'ai 42 ans et je sens chaque heure passer sur la tronçonneuse peser sur ma colonne vertébrale. Mais il y a quelque chose d'honnête là-dedans. L'endroit où tout a mal tourné est appelé Ravens Ridge par les gens du coin. C'est à environ 2 heures au nord-est de Seattle, au cœur des Cascades, là où les touristes ne s'aventurent pas. On prend une ancienne route forestière qui part de la Highway 2, à peine praticable même avec un 4x4. La route grimpe à travers une forêt dense jusqu'au site d'une ancienne exploitation forestière des années 70, aujourd'hui abandonnée. Le bois dans cette zone est incroyable. Chaque année, les tempêtes hivernales et les invasions de scolytes tuent des arbres, et le service des forêts autorise la collecte du bois mort. Ma zone de coupe préférée se trouve à environ 800 mètres après l'ancienne station, là où un incendie de forêt, il y a 10 ans, a laissé des milliers d'arbres morts, sur pied, parfaitement séchés. Ce samedi de la mi-mars, le temps était parfait pour la coupe. Sarah était partie à Portland, ce qui me laissait tout le week-end. 60 centimètres de neige fraîche, un ciel dégagé, moins 9 degrés, des conditions idéales. J'avais reçu une commande de 4 cordes et je devais refaire mon stock. J'ai chargé dans mon pick-up ma tronçonneuse Stihl MS 461, une Husqvarna de rechange, des chaînes de rechange, du carburant, de l'huile, mon équipement de sécurité et des provisions d'urgence. J'ai aussi pris ma carabine Winchester Point 308. Je ne la prends pas d'habitude, mais lors de mes dernières sorties, j'avais entendu des bruits étranges et trouvé des empreintes massives dans la neige qui n'étaient ni celles d'un wapiti ni celles d'un orignal. Mon pote James avait juré avoir vu quelque chose de grand marcher debout près de cette zone. La carabine, c'était une assurance. Je suis parti à l'aube et j'ai atteint l'ancien site alors que le ciel devenait rose. J'ai marché jusqu'à ma zone de coupe et je me suis installé méthodiquement. Et comme mon oncle Wei me l'avait appris, j'ai préparé le matériel, fait le plein des tronçonneuses, vérifié les chaînes, mis mon équipement de sécurité. Je fais toujours une vérification complète de la sécurité. Un accident de tronçonneuse si loin de toute aide est une condamnation à mort. Le premier arbre était un pin tordu mort sur pied d'environ 45 cm de diamètre, parfaitement sec. Je l'ai abattu, ébranché, et j'ai commencé à le débiter en rondins. Le bois était si sec que la scie coupait comme dans du beurre. J'ai travaillé sans relâche pendant 2 heures, abattant et débitant 4 arbres. J'avais accumulé environ une demi-corde quand j'ai remarqué un mouvement de l'autre côté de la clairière. Au début, j'ai pensé à des wapitis, mais quelque chose clochait. Il se trouvait à peut-être 180 mètres, un groupe de 6 ou 7 silhouettes. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est leur taille. Même à cette distance, ils étaient massifs. Ils étaient sortis d'un bois dense, sans aucun sentier d'accès. Je me suis remis au travail. Quand j'ai éteint la tronçonneuse quelques minutes plus tard, ils s'étaient beaucoup rapprochés, à peut-être 70 mètres. C'est là que je les ai bien vus pour la première fois, et mon estomac s'est noué. C'étaient les plus grandes personnes que j'ai jamais vues. Je mesure 1,78 m pour 86 kg. Chaque membre de ce groupe était nettement plus grand. Le plus imposant devait faire dans les 2,40 m et peser 200 kg. Mais ce n'était pas seulement la taille.
Leur façon de se déplacer dans la neige épaisse était trop fluide, plus comme de grands animaux que comme des gens. Leurs proportions étaient anormales. Des bras trop longs, des épaules trop larges, des têtes trop grosses. Ils ne portaient aucun équipement, pas de tronçonneuse, de hache ou d'outils. Ils ne portaient pas de vêtements d'hiver modernes. Ils étaient couverts d'une matière sombre et hirsute qui ressemblait à de la fourrure. Les sons qu'ils émettaient devenaient plus forts, des vocalises graves, des grognements, des soufflements. Ce n'était ni de l'anglais, ni du chinois, ni aucune langue amérindienne que j'avais pu entendre. Je commençais à être nerveux, mais je ne voulais pas abandonner mon travail sans raison. J'ai redémarré la tronçonneuse, essayant d'agir normalement tout en les surveillant. Ils se sont arrêtés à environ 45 mètres, se regroupant et me montrant du doigt de temps en temps. Après quelques minutes, ils ont recommencé à avancer vers moi. À mesure qu'ils se rapprochaient, mon malaise s'est transformé en peur. Leurs mouvements étaient trop fluides. Ils s'enfonçaient à peine dans la neige, malgré leur corpulence évidente. Leurs proportions étaient définitivement anormales. Ce qui les recouvrait n'était pas un vêtement. Ça ressemblait à une fourrure épaisse qui semblait faire partie de leur corps. Ils avaient une hiérarchie claire et une communication sophistiquée. Le plus grand était le chef. Il y avait aussi une structure familiale, avec des adultes protégeant les plus jeunes. Le plus jeune, qui mesurait tout de même probablement 2,10 mètres, restait près de ce que je supposais être ses parents. Quand ils se sont trouvés à une cinquantaine de mètres, j'ai pu voir clairement leur visage pour la première fois. Mon sang s'est glacé. Ce n'étaient pas des humains. Leurs visages étaient couverts de poils sombres et rêches, des fronts proéminents et fuyants, des mâchoires qui avancèrent de manière anormale. Leurs yeux étaient petits et profondément enfoncés. Quand ils bougèrent la bouche, je pouvais voir des dents plus grosses que des dents humaines. Mon esprit s'est emballé. Ma partie rationnelle insistait sur le fait que c'était une erreur. Mais une autre partie me disait que j'étais en train de voir un Sasquatch Bigfoot. Ils étaient réels et ils se dirigeaient droit sur moi. Ils se sont arrêtés à une trentaine de mètres, semblant discuter, me montrant parfois du doigt, ainsi que mon matériel. J'ai décidé de continuer à travailler. J'ai tiré sur le lanceur et la tronçonneuse a rugi. Le bruit les a surpris, mais le plus jeune a ensuite semblé fasciné. Il continuait de s'approcher, observant la chaîne tourner. Les adultes émettaient des sons d'avertissement, mais le jeune était captivé. Je me suis positionné pour couper une bûche. Le jeune Sasquatch s'est approché encore plus, à peut-être 4 ou 5 mètres. Je me concentrais sur ma coupe quand j'ai entendu les vocalises des adultes passer de la curiosité à l'alarme. J'ai relâché la gâchette. Le jeune Sasquatch s'était déplacé juste à côté de ma zone de travail, tendant une main massive vers ma scie. « Non, non !» ai-je crié. « Bu, Weixian !» pour le mettre en garde. Mais il n'a pas compris. Sa main s'est approchée de la chaîne qui tournait encore. J'ai rapidement éteint la scie, mais trop tard. La chaîne bougeait encore sur son aire, et la jeune créature l'a touchée juste au moment où elle s'arrêtait. La chaîne était encore brûlante à cause de la friction, probablement proche de 100 degrés Celsius. Il a poussé un hurlement de douleur qui a résonné dans toute la forêt. Il a retiré sa main brusquement, tenant ses doigts brûlés et émettant des sons de détresse. Les autres Sasquatch se sont immédiatement dirigés vers nous, leur langage corporel menaçant. Le chef a retroussé les babines, produisant des grondements sourds et profonds, un croisement entre le grognement d'un ours et un cri de colère. J'ai levé les mains. « Attendez, attendez, c'est un accident !» Le jeune pleurait toujours et je pouvais voir la peau cloquer sur le bout de ses doigts. Sans réfléchir, je me suis avancé vers lui. J'ai attrapé de la neige propre et je me suis approché lentement. « Tiens, la neige va t'aider, laisse-moi t'aider. » Je ne sais pas s'il a compris, mais il a tendu la main avec hésitation. J'ai délicatement pressé la neige contre ses doigts brûlés. La créature a grincé des dents, mais n'a pas retiré sa main.
J'ai continué à appliquer de la neige fraîche. Les autres formaient un demi-cercle autour de nous, observant attentivement le jeune se calmer. J'étais tellement concentré sur le soin de la brûlure que je n'ai pas vu le chef se déplacer derrière moi. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut quand une autre créature a poussé une vocalise forte et sèche. J'ai commencé à me retourner, mais trop lentement. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu un bras massif, couvert de fourrure, se balancer vers ma tête, puis le noir complet. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur le dos, regardant le ciel gris de fin d'après-midi. J'ai essayé de m'asseoir et j'ai découvert que je ne pouvais pas bouger. J'étais attaché à quelque chose qui glissait sur la neige. J'étais ligoté à un traîneau qu'on traînait à travers la forêt. Le traîneau était bien construit, des branches attachées ensemble avec des lanières d'écorce ou de tendons, des patins lisses conçus pour glisser sur la neige. Les liens étaient des cordages naturels incroyablement solides. J'étais attaché bras et jambes écartés, les poignets et les chevilles liés. Le soleil était bas. J'avais été inconscient pendant des heures. Ma tête me lançait là où j'avais été frappé. Du sang séché collait mes cheveux. J'avais incroyablement froid. J'entendais des bruits devant moi, des respirations lourdes, des pieds craquant sur la neige. Ces étranges vocalises. Quelque chose tirait ce traîneau. Pourquoi avait-il construit un traîneau? S'il voulait te tuer, pourquoi ne pas avoir fini le travail? La seule explication était qu'ils me retiraient de leur territoire sans me tuer. C'était une forme de résolution de problèmes sophistiquée. Alors que l'après-midi avançait, je regardais le paysage défiler. Des kilomètres et des kilomètres de forêt enneigée. Je pouvais être n'importe où entre 25 et 40 kilomètres de mon point de départ. Quand le soleil a commencé à se coucher, je me suis sérieusement inquiété à l'idée de passer la nuit attaché sur ce traîneau. La température chutait. Je portais des vêtements de travail conçus pour une activité physique, pas pour rester immobile par des températures négatives. Mes doigts et mes orteils se sont engourdis. Je frissonnais de manière incontrôlable. L'hypothermie commençait à s'installer. J'essayais de rester éveillé, mais je me sentais glisser. Les étoiles sont apparues au-dessus de moi. J'ai pensé à Sarah, me demandant si je la reverrais un jour. J'ai perdu connaissance. La chose suivante que je sus, c'est que le jour se levait et que j'étais incroyablement raide et froid. Chaque muscle me faisait mal. Je ne sentais plus ni mes mains ni mes pieds. Mon visage semblait gelé. Le traîneau bougeait toujours. Nous traversions maintenant une large vallée. Des montagnes se dressaient au loin. Alors que le soleil montait, ma situation est devenue désespérée. Le soleil se reflétant sur la neige était aveuglant. Ma peau semblait craquelée par le froid, le vent et le soleil. J'avais tellement soif que j'avais du mal à déglutir. Mes lèvres étaient gercées et saignaient. La journée s'est écoulée dans un brouillard. Parfois, je perdais connaissance. Parfois, j'étais réveillé en sursaut. J'ai perdu toute notion du temps. Nous avons traversé plusieurs ruisseaux gelés, grimpé par-dessus une crête. Une fois, nous sommes passés devant une vieille cabane du service forestier, mais ne nous sommes pas arrêtés. Alors que le deuxième après-midi touchait à sa fin, j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai vu Sarah marcher à côté du traîneau. J'ai vu mon oncle Wei, mort depuis 5 ans, debout dans la neige. J'ai vu des esprits de vieux contes chinois. J'étais dans un tel état que j'ai à peine remarqué quand le traîneau s'est finalement arrêté. Nous étions arrivés dans une petite clairière près d'un étang gelé. Les Sasquatch se sont rassemblés autour du traîneau en pleine discussion. Le chef s'est approché et m'a regardé de haut avec ses yeux intelligents et étrangers. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés, puis il s'est penché et a commencé à couper les liens. J'étais libre, mais si faible et si frigorifié que je ne pouvais pas m'asseoir. Les Sasquatch sont restés là un instant de plus à observer, puis ils ont simplement tourné les talons et sont partis, disparaissant dans la forêt. Je suis resté allongé sur le traîneau, trop faible pour bouger, trop froid pour m'en soucier. Le soleil se couchait à nouveau. Je savais que si je ne trouvais pas d'abri bientôt, j'allais mourir. Je dérivais quand j'ai entendu un bruit.
le vrombissement d'un moteur de motoneige. Soudain, il y a eu des voix, de vraies voix humaines. Bon Dieu, il y a quelqu'un ici. Il nous faut une équipe médicale tout de suite. Monsieur, vous m'entendez? On va vous aider. Des mains m'ont soulevé, m'ont enveloppé dans des couvertures. J'ai essayé de parler, mais seul un croassement est sorti. N'essayez pas de parler. Ça va aller. On s'occupe de vous maintenant. L'équipe de recherche et de sauvetage, qui me cherchait après que Sarah ait signalé ma disparition, m'a transporté jusqu'à une ambulance qui attendait. J'ai passé 3 jours à l'hôpital, soigné pour une hypothermie sévère, des gelures, une déshydratation et une commotion cérébrale. Ils m'ont dit que j'avais eu une chance incroyable. D'après l'endroit où ils m'avaient trouvé, j'avais été traîné sur environ 40 km, à travers l'un des terrains les plus reculés des cascades. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, j'ai essayé d'expliquer la rencontre avec les Sasquatch. L'équipe de sauvetage est restée professionnelle, mais je voyais bien qu'ils ne me croyaient pas. La police était plus ouvertement sceptique. Monsieur Chen, vous êtes en train de nous dire que Bigfoot vous a attaché à un traîneau et vous a traîné sur 40 km. Oui, c'est ce qui s'est passé. Monsieur, vous avez subi un grave traumatisme crânien et une hypothermie sévère. Les gens dans ces conditions ont des hallucinations. Je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Ils pensaient que je mentais ou que j'étais mentalement instable. Finalement, ils m'ont laissé sortir. Sarah m'attendait à l'hôpital. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Tu sais, ma grand-mère racontait des histoires sur des hommes sauvages dans les montagnes, à Taïwan. Tout le monde dans son village savait qu'il y avait dans les forêts des créatures qui ressemblaient à des hommes, mais qui n'en étaient pas. Ils les appelaient les Yeren. Elle disait qu'ils étaient réels. Ça m'a aidé à me sentir moins fou. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des recherches sur tout ce qui concernait les observations de Sasquatch. J'ai été stupéfait du nombre de signalements. Beaucoup décrivaient des rencontres très similaires à la mienne. J'ai contacté des chercheurs, le docteur Jeffrey Meldrum de l'Université d'État de l'Idaho a été particulièrement utile. Il a expliqué que des rencontres comme la mienne suivaient des schémas cohérents, suggérant que les témoins décrivaient de réelles interactions avec une espèce inconnue. La cohérence des rapports à travers différentes époques et différents lieux rend ce phénomène intrigant, m'a-t-il dit. Quand vous avez des centaines de témoins décrivant des créatures similaires, il devient difficile de rejeter cela comme de l'imagination. Il m'a aidé à comprendre les schémas comportementaux. La réaction protectrice, quand ils m'ont vu avec leur jeune blessé, était cohérente avec une espèce sociale intelligente. La décision de me transporter ailleurs plutôt que de me tuer suggérait un raisonnement moral. Ce que vous avez vécu ressemble à une stratégie de résolution de conflit, a-t-il dit. Ils ont neutralisé une menace tout en minimisant les dommages. Cette résolution de problèmes sophistiqués est associée aux espèces dotées de structures sociales complexes et de capacités cognitives avancées. J'ai appris que la zone où je coupais du bois a une forte concentration de signalements. Ravens Ridge a été le théâtre de nombreux rapports au fil des décennies. J'y suis retourné quelques fois depuis, toujours avec Sarah et d'autres personnes. L'endroit semble différent maintenant, plus vigilant. J'ai l'impression d'être observé, bien que je n'ai jamais revu de signes de la famille Sasquatch. J'ai retrouvé l'endroit où je coupais du bois. Ma tronçonneuse était toujours là, avec le reste de mon matériel. Chose intéressante, tout était disposé en une pile bien nette, comme si quelqu'un l'avait délibérément rassemblé. J'ai essayé de reprendre mes habitudes, mais ça a été difficile. Chaque fois que je suis seul dans un endroit isolé, je regarde par-dessus mon épaule. Cette rencontre a changé ma relation avec la nature sauvage. Certains suggèrent que je devrais rapporter mon expérience plus largement, mais je ne suis pas sûr de vouloir une telle attention.
J'ai une entreprise à protéger, une compagne à laquelle penser et une réputation. Mais je me sens obligé de partager ce qui s'est passé pour que les gens sachent qu'il y a des choses dans nos forêts que nous ne comprenons pas. Les créatures que j'ai rencontrées étaient intelligentes, organisées et capables de résoudre des problèmes complexes. Elles étaient aussi incroyablement fortes et potentiellement dangereuses si on les provoquait. Plus important encore, elles ont leurs propres objectifs et leur propre façon de gérer l'intrusion humaine. Elles ne m'ont pas tué, alors qu'elles auraient pu le faire, mais elles ont clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu. Le fait qu'elles aient construit un traîneau et m'aient transporté en toute sécurité suggère de la retenue et même de la compassion. Je pense parfois à ce jeune Sasquatch. J'espère qu'il a bien guéri et qu'il a appris à se méfier du matériel humain. J'espère que ma tentative de l'aider a envoyé le message que tous les humains ne sont pas des menaces. Cette expérience m'a rendu plus humble quant à la place de l'humanité dans le monde naturel. Nous pensons que nous sommes l'espèce dominante, que nous comprenons et contrôlons notre environnement. Mais ma rencontre m'a rappelé qu'il existe encore des mystères, des créatures sauvages qui fonctionnent selon leurs propres règles. Je ne sais pas si j'aurai une autre rencontre. Une partie de moi l'espère, car tant de questions restent en suspens. Mais une autre partie se contente de respecter les limites que ces créatures ont établies. Ce que je sais, c'est que je ne regarderai plus jamais la forêt profonde de la même manière. Chaque fois que je vois un vieux sapin de Douglas ou que j'entends des bruits inexpliqués, je me souviendrai qu'il y a des êtres qui partagent ce monde avec nous, qui sont plus anciens, plus forts et peut-être plus sages que nous. Voilà donc mon histoire. Je sais que certains y croiront et d'autres non, et ça ne me dérange pas. J'ai appris que la vérité ne dépend pas de l'acceptation des autres. Parfois, les vérités les plus importantes sont celles que nous portons silencieusement en nous. Cette expérience a fondamentalement changé ma relation avec le monde naturel. Avant ce jour, je pensais comprendre la nature sauvage. Mais ma rencontre a brisé cette confiance et l'a remplacée par quelque chose de plus profond, la reconnaissance que le monde naturel est bien plus complexe et mystérieux que je ne l'avais imaginé. Je pense à l'intelligence que j'ai vue dans les yeux de ce jeune Sasquatch alors que je pressais la neige contre ses doigts brûlés. Il y avait là une conscience, une reconnaissance, peut-être de la gratitude. Il a compris que j'essayais de l'aider. À ce moment-là, nous avons établi un contact. Par-delà le gouffre qui sépare la conscience humaine et non humaine, Sarah a été incroyablement patiente pendant que j'assimilais ce qui s'était passé. Elle m'accompagne maintenant lors de mes sorties pour couper du bois, en partie inquiète pour ma sécurité, mais aussi sincèrement curieuse. Peut-être que la raison pour laquelle ces créatures sont restées cachées si longtemps, c'est qu'elles attendent que nous soyons assez matures pour accepter leur existence, m'a-t-elle dit un soir. Peut-être qu'elle nous teste, une personne à la fois, pour voir si nous sommes prêts à partager le monde au lieu d'essayer de tout contrôler. Je pense qu'elle pourrait avoir raison. La forêt est toujours là, gardant ses secrets, et quelque part dans les bois profonds, une famille de créatures qui ne devraient pas exister continue de vivre sa vie, suivant des schémas qui précèdent probablement la civilisation humaine de milliers d'années. Je me sens privilégié d'avoir entrevu ce monde caché, même si cela a failli me coûter la vie. C'est un rappel que le mystère et l'émerveillement existent encore, et que parfois les rencontres les plus extraordinaires se produisent quand on s'y attend le moins. La nature sauvage m'a appris la patience, l'humilité et le respect. Elle m'a montré qu'il existe des formes d'intelligence qui échappent à la compréhension humaine, et que notre rôle dans le monde naturel pourrait être très différent de ce que nous avons supposé. Je coupe toujours du bois de chauffage, même si je suis plus prudent maintenant. La nature sauvage continue de m'appeler, mais maintenant, j'écoute plus attentivement ce qu'elle essaie de me dire, et parfois, quand le vent souffle à travers les pins, je crois entendre des voix dans la forêt, des voix anciennes qui me rappellent que je suis un invité dans leur monde, et non l'inverse. C'est une chose qui mérite d'être rappelée, que vous croyiez au Sasquatch ou non.